Merci. Pierre Servan, à très vite, à n'en pas douter. Ruth Elkrief est avec moi, François Langlais est également présent et nous sommes rejoints, j'en suis ravie, par Arnaud Chalmani. Soyez donc la bienvenue. Ruth Elkrief, nous commençons avec vous. Ruth, nous parlons des maboules. Les maboules, c'est ce tacle qui n'a pas plu du tout à Retailleau, un tacle qui nous vient du président de la République, Emmanuel Macron. Oui, en tout cas, effectivement, il est à propos de l'Algérie. Et ce que je dois vous dire ce soir, et vous l'avez compris, c'est que la relation France-Algérie vient de s'inviter dans la campagne présidentielle et elle n'est pas prête de la quitter. Elle y reviendra tout au long de l'année qui vient, ça c'est sûr. Alors c'est une petite phrase du président qui a enflammé les esprits pendant la visite d'un centre de santé dans l'Ariège qui fonctionne avec 80% de médecins étrangers, dont une grande partie d'Algériens. Hors caméra, pour dénoncer les lourdeurs administratives qui pèsent sur eux, il a lancé cette phrase. Allez dire après à tous ceux, les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie, ça c'est le génie. Bon, alors, c'est vrai que moi, la première chose, c'est que je ne pense pas que le mot maboule doit être prononcé par un président. Je pense que c'est absolument pas le vocabulaire d'un président. Et par ailleurs, évidemment que la France a besoin de ses médecins étrangers et notamment de ses médecins algériens. Mais néanmoins, on n'est pas maboule de parler de la relation France-Algérie aujourd'hui. Ça n'est pas maboule d'en parler et d'essayer de comprendre ce qui se passe, ou en tout cas de voir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en critiquant un adversaire politique, Emmanuel Macron lui a donné une forme d'occasion de rebondir. Parce qu'immédiatement, l'ancien ministre de l'Intérieur, devenu candidat, ça lui avait peut-être échappé au président, Bruno Retailleau se sent visé, saisit la balle au bond pour défendre sa méthode du rapport de force avec Alger. Alors ça c'est la phrase qu'on a que le président a prononcée. On va voir celle que a écrite Bruno Retailleau. Je veux lui répondre calmement mais fermement. Ce faux prétexte ne vise qu'à dissimuler les vrais problèmes. Il parle des médecins, qui serait un faux prétexte à ses yeux. En revanche, il énumère les refus de laisser passer pour les OQTF, les barbouzeries sur notre sol, j'y reviendrai, la condamnation de Kamel Daoud, la détention du reporter Christophe Glaise. Je le redis une nouvelle fois avec le régime d'Alger, la politique des bons sentiments est vouée à l'échec et aucune douleur de l'histoire ne donne le droit à ses dirigeants d'insulter la France. Bref, en relançant ce débat, Emmanuel Macron a donné en quelque sorte une occasion en or au candidat de mettre en valeur une des actions qu'il a réalisées quand il était au ministère de l'Intérieur. Il y en a pas mal qui l'ont oublié. Alors c'était l'occasion de le rappeler pour lui. Mais si on regarde de plus près, est-ce qu'il y a vraiment une méthode qui marche ? S'il est vrai qu'Emmanuel Macron a, depuis son arrivée à l'Élysée, montré une grande empathie pour l'histoire torturée des deux pays, en faisant par exemple dialoguer des jeunes Français et des jeunes Algériens à l'Élysée, est-ce qu'il a été récompensé pour sa bonne volonté ? Je ne crois pas. Parce que bien avant la reconnaissance du Sahara occidental, qui a été le motif officiel de la rupture avec Alger, le ton du régime était resté très critique, les relations très compliquées, les accords de 94 sur la reprise des OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, n'étaient pas respectées avant même l'arrivée de Bruno Retailleau à Place Beauvau. En deux mots, ces accords de 94, il y a un protocole qui disait qu'on pouvait, qu'un OQTF pouvait être réadmis en Algérie, même sans laisser-passer consulaire, sur la seule présentation de ces papiers algériens. Et en fait, ça n'a pas été exactement fait comme ça. Mais ce qui pose problème, et ce qui peut-être choque les Français, c'est que le président n'a jamais vraiment voulu reconnaître cet échec, en quelque sorte. Et même lorsque Gérald Darmanin a voulu montrer plus de fermeté, ça n'a pas pu durer. Alors, est-ce que, à l'inverse, la fameuse riposte graduée qu'a voulu instaurer Bruno Retailleau a obtenu des résultats ? Non plus. Parce que les laissez-passer ont été complètement bloqués et la relation entrait dans une phase de glaciation. Pour ses proches, il y a une explication. L'Élysée et le Quai d'Orsay n'ont jamais accepté cette approche et il a été trop compliqué de mettre en œuvre, sur la durée, les mesures de rétorsion contre les dignitaires de son régime qui touchaient la cohorte sensible. Par ailleurs, il a quitté Place Beauvau, comme vous le savez. En tout cas, il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est retourné en Algérie pour tenter de renouer les liens. Il y a d'abord eu un ou deux laissez-passer acceptés comme cadeau de bienvenue. Et puis ensuite, depuis son retour, on me dit qu'il y a plusieurs dizaines de réadmissions d'Algériens expulsés par la France. 87 me dit une source, une autre me dit quelques dizaines, soyons prudents. Et à Beauvau, on reconnaît que la reprise est timide et fragile.
En vérité, pour le spécialiste Mohamed Sifawi, depuis qu'un adjudant-chef des renseignements algériens a été placé en détention en avril 2025 pour un kidnapping raté d'un youtubeur qui était anti-régime en avril 2024, en fait, le régime algérien ne souhaite pas de relations apaisées avec Paris. Il considère que la justice n'est pas indépendante, que c'est le pouvoir qui a décidé de retenir son agent. Et du coup, il multiplie les mesures de rétorsion injustifiées, qui sont autant d'affronts pour Paris, comme la détention de Christophe Glaise, le reporter sportif qui n'a fait que son métier, Kamel Daoud, le Goncourt, qui a été condamné à 3 ans de prison et dont on attend toujours quand même la condamnation haut et fort par les autorités françaises. Et moi, je me demande, est-ce qu'on peut parier sincèrement sur la bonne foi d'un régime qui enferme ses écrivains et qui ne tient pas sa parole? Est-ce qu'on peut être un tant soit peu optimiste sur la réciprocité des bonnes manières? Dire les choses en face et afficher sa fermeté au risque de rupture, ou tenter de les résoudre, mais en tendant l'autre joue, tant que ce régime est en place en Algérie, j'ai le sentiment que c'est dans cette alternative sans issue qu'est placé le gouvernement français. Et ce qui est en jeu maintenant, c'est que c'est une des questions qui sera posée aux Français en 2027. C'est eux qui trancheront. Merci Ruth, vos réactions, allez-y. Ah non, mais moi cette sortie d'Emmanuel Macron, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait un mot sorti de cours de récréation de son enfance. C'est fait. Tout le monde connaît, c'est pas un secret, mon amitié et mon respect immense pour la littérature de Kamel Daoud, le fait qu'il ait été condamné mais en plus comme l'emprisonnement de Boualem Sansal sur des raisons absurdes, orwelliennes, ce que vous voulez, et qu'il y ait tellement peu de réactions, et que la sortie d'Emmanuel Macron corresponde à ce qui est en train de se passer. Laurent Nunez est allé en voyage officiel à Alger. J'ai pas l'impression que Christophe Glaise soit de retour en France dans sa famille, et lui aussi est emprisonné parce qu'il a fait un reportage sur un club de foot kabyle, et que les Kabyles sont pourchassés, sont emprisonnés, même écouter de la musique kabyle peut vous amener derrière les barreaux. Et moi, à chaque fois qu'on parle de l'Algérie, ce qui me brise, c'est de penser à la population algérienne. À la population algérienne qui est descendue dans les rues, à la population algérienne qui n'a pas des libertés, n'a pas accès aux libertés fondamentaux, et qu'en soutenant, en disant une phrase comme ça, c'est une manière de soutenir le régime et d'abandonner les Algériens, et je trouve ça criminel. Allez-y François. C'est vrai que Maboule, c'est un mot de l'enfance. Et pour commenter cette affaire-là, je pense à une autre expression de l'enfance, celui qui le dit hier. Ouais. Au fond, qui nous a brouillés avec l'Algérie? Pardonnez-moi. Ouais. La caractéristique, c'est que on s'est brouillé avec l'Algérie en se couchant. Depuis avant même l'élection, d'ailleurs. Souvenez-vous de ces déclarations du candidat qui parlait de crimes contre l'humanité à l'occasion de la guerre d'Algérie. Avec un résultat calamiteux. Donc le moins qu'on puisse attendre du président, c'est sinon de la contrition, là c'est beaucoup trop demandé, mais au moins un peu de discrétion. Ruth, un mot, vous souhaitiez revenir sur votre parti pris d'hier? Oui, parce qu'en fait j'ai savonné, comme on dit, vous connaissez dans notre jargon, en prononçant le prénom de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Alors je vais vous dire franchement, j'ai moi-même un prénom assez difficile à prononcer, et je sais très bien que ça peut toucher si on s'abonne, ou si on le prononce mal, ou si on l'écorche. Pour tout vous dire, on m'a même proposé parfois de prendre un pseudo. Donc je comprends que ça puisse toucher, mais c'est juste une erreur, comme il en arrive tous les jours sur des plateaux de télévision en direct. Voilà qui est dit, Hôtel Krief. François Langlais, la très sérieuse Allemagne veut revoir sa règle d'or, l'adapter aux nouvelles réalités. Alors, si l'Allemagne commence à juger que la règle d'or est trop stricte, François, il se passe quelque chose, là. C'est vrai que l'Allemagne cherche à se débarrasser de cette encombrante disposition constitutionnelle, la règle d'or, qui limite le déficit budgétaire à 0,35% du PIB. Constitutionnellement, donc, rappelons que la France est à 5% de déficit, donc on a un déficit 14 fois supérieur au maximum retenu par l'Allemagne. Cette révocation, elle figurait dans le contrat de coalition qui est au pouvoir en Allemagne, et à la demande du SPD, et une commission de sages travaille à assouplir justement la règle. Bon, pour autant, il faudra quand même la majorité des 2/3 au Bundestag, on n'y est pas encore. Mais d'ores et déjà, le Parlement a adopté un certain nombre de dispositions pour contourner notamment une enveloppe de plusieurs centaines de milliards d'euros pour investir dans la transition écologique, dans les infrastructures. On sait que prendre le train en Allemagne, c'est une aventure, et évidemment réarmer le pays dans des proportions considérables. En fait, on mesure bien l'inconvénient ici de cet instrument constitutionnel qui est en fait
complètement stupide. C'est absurde et dangereux de faire de l'équilibre budgétaire un tabou infranchissable. Un État, ça doit investir, soit justement pour préparer l'avenir, soit pour contrer une conjoncture difficile. L'essentiel, c'est que dans les périodes où ça va mieux, ils reviennent tout près de l'équilibre de façon à reconstituer ces marges de manœuvre. Et l'adoption de cette règle, j'allais dire, c'est l'une des nombreuses bêtises qu'a faites Angela Merkel. La liste est longue, du gaz russe, l'arrêt du nucléaire, etc. Et elle l'a fait encore une fois pour des raisons politiques, pour arrimer les conservateurs allemands à l'époque justement à sa ligne. C'est donc tout à fait bienvenu que l'Allemagne se débarrasse de cette affaire aujourd'hui. Le plus drôle, c'est qu'elle le fait au moment où des voix s'élèvent chez nous pour mettre en place un tel frein à l'endettement. C'est ce qu'a fait Patrick Martin, le patron des patrons, et Thierry Breton sur notre antenne. On va l'écouter quelques secondes. Il y a une seule chose à faire dans le prochain quinquennat, c'est que tous les partis politiques, avant les élections, soient d'accord pour dire, ce que les Allemands ont fait, décider que pour corriger l'incurie dans laquelle ils étaient partis, ils s'imposent une règle d'or, constitutionnelle, c'est-à-dire plus de budget en déficit. C'est sur votre podcast. Oui, c'était en fait. Sur les plateformes de TF1. On n'est pas contre un peu de pub. Non. Et au demeurant, c'est aussi un élément de notre antenne. Inutile de dire que cet instrument, bien sûr, il aurait beaucoup plus d'utilité en France qu'en Allemagne pour imposer un minimum de rigueur au chef de l'État ignorant du bon sens le plus élémentaire. Il y a des exemples récents, contemporain même, disons les choses. La fureur de la dépense qu'on a connue dans les 8 ou dernières années fait en effet regretter de ne pas avoir eu de censure, de police au fond, qui aurait pu justement tempérer ces initiatives. Mais disons-le tout de suite, il n'y a aucune chance pour qu'un tel dispositif soit adopté en France. Un pays qui n'a pas connu l'équilibre budgétaire depuis près d'un demi-siècle et où les candidats à l'élection présidentielle rivalisent de créativité pour de nouvelles dépenses, inventer de nouveaux droits. Rappelons que dans l'actuel budget, en déficit de 5%, comme on le disait à l'instant, on a même inventé un nouveau congé de naissance de 2 mois payé en grande partie par la collectivité. En clair, le problème de la règle d'or, c'est qu'elle est adoptée par des pays qui n'en ont pas besoin, à cause de leur culture de rigueur, et qu'elle n'a aucune chance d'être adoptée par ceux qui en auront besoin à cause de leur culture de l'intempérance budgétaire. Mais parfois, lorsqu'il y a la crise du Covid ou lorsqu'il y a des crises graves, cette règle d'or, elle peut être aussi une contrainte absolument... C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est un instrument stupide. C'est ça. Parce qu'on a besoin de dépenser de temps en temps, et il faut pouvoir le faire. L'essentiel, c'est de revenir à l'étiage normal quand les vaches sont sinon grasses, du moins un peu plus nourries. On a un point de repère un peu fort. C'est ça. Allez-y, Abnous. Non, mais c'est toujours pareil. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est le côté pays protestant, de culture protestante, pays de culture catholique, et on retrouve à chaque fois ce distinguo dans cette manière de gérer l'argent public, et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Bon, alors on avance avec. Vous gardez la main, Abnous Chalmani, mais oui. Un ministre tué, des attaques coordonnées, c'est très sérieux ce qui se passe du côté du Mali, et vous nous dites le Mali. C'est l'abattoir de l'abandon. Oui, c'est l'abattoir de l'abandon. Oui. Je pourrais l'appliquer à beaucoup d'autres pays qui sont abandonnés par les Occidentaux. Mais voilà, le 25 avril 2026 à 5h30 du matin, le Mali a été frappé par une série d'attaques, les plus importantes attaques coordonnées contre son armée, simultanément dans la capitale Bamako, sur le palais présidentiel, le ministère de la Défense, l'aéroport de Bamako, les sites militaires de Kati, ainsi que dans plusieurs villes du pays. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, l'artisan de l'installation des mercenaires Wagner dans le pays, a été tué. Alors, la coalition qui a revendiqué ces attaques associe ouvertement les séparatistes Touaregs du Front de Libération de l'Azawad, le FLA, et les djihadistes du JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Alors, c'est la première fois depuis 2012 que djihadistes et séparatistes Touaregs coordonnent ouvertement leur action. Alors, en 2013, les djihadistes avaient trahi les Touaregs qui s'étaient alors associés à la France, et il y a eu visiblement un retournement du fait en particulier de la présence des Russes. Mais les Touaregs revendiquent la prise de Kidal,
c'est là où il y avait un important, là vous les voyez partir, groupe de l'Africa Corps, c'est le nouveau nom des mercenaires Wagner, mais c'est toujours les mêmes, et ils ont négocié leur sortie, ils sont partis, il n'y a pas eu d'effusion de sang, et les opportunistes se sont tirés. Cette recomposition entre djihadistes et séparatistes, il y a une raison, c'est un ennemi commun, la junte militaire de Bamako et les Russes, ça a énormément joué dans le fait qu'ils se retrouvent. Je rappelle aussi que ce sera la seule lueur d'espoir de ce parti pris, c'est que les Touaregs veulent dans leur grande majorité créer une zone laïque dans l'Azawad, ça ils y tiennent. Les djihadistes veulent bien entendu, eux, un califat islamiste dans tout le Sahel. Les frontières pour eux n'existent pas. C'est vraiment l'Oumma, la communauté des musulmans, comme ça a été le cas avec l'État islamique en Syrie et en Irak. L'alliance d'avril 2026 est donc, comme celle de 2012, un mariage de circonstances contre un ennemi commun, avec les mêmes ruptures en son sein, ou pas, à suivre. Voilà, je m'avance pas trop parce qu'on ne sait jamais, les choses changent. Un expert de la fondation Konrad Adenauer, un think tank allemand, l'a confirmé. Les mercenaires russes n'avaient aucune information sur ces attaques et n'ont pas été en mesure de protéger les grandes villes. Et c'est là où je m'interroge sur le remplacement stratégique que les juntes du Sahel, parce que le Mali n'a pas été le seul pays, ont vendu à leur peuple comme une libération. La France dehors, Wagner dedans, l'impérialisme colonial du passé contre l'impérialisme russe d'aujourd'hui. Alors soyons honnête, on va pas se mentir, la France n'était pas au Mali juste par philanthropie et par générosité. Il y avait des intérêts, l'uranium certainement, mais pas autant qu'on le dit. La géopolitique, tout à fait. Il y a un jeu d'influence qui est utile à la France d'avoir un pays africain qui vote avec vous à l'ONU ou dans les instances internationales. Ce n'est pas rien. D'accord. Rappelons aussi que la France avait été appelée à l'aide par le gouvernement malien en 2013, au moment de la présidence Hollande, pour venir sauver les Maliens et éviter que Bamako ne tombe dans les mains des djihadistes, et que c'est l'opération Serval qui est devenue pérenne avec l'opération Barkhane, d'accord aussi, mais rappelons aussi que 58 soldats français sont morts dans le Sahel pour empêcher que Bamako ne tombe, et la digue tenait. Alors c'était pas suffisant, c'était imparfait peut-être, mais cette digue tenait, et depuis les départs français, le bilan est catastrophique. Je parlais de Kidal, c'est la ville symbole du nord malien, elle a été reprise par les Touaregs aidés par les djihadistes, et l'armée malienne, elle est incapable de faire quoi que ce soit, parce qu'elle est gangrénée par la corruption, elle est mal payée, elle est mal formée, elle est incapable de tenir un territoire depuis des décennies, et ce n'est pas la France, j'allais dire, qui n'a pas assuré, qui n'a pas fait le boulot au Mali avec l'opération Barkhane, c'est aussi l'État et son incapacité à se réformer, à pouvoir payer correctement ses soldats, à pouvoir tuer la gangrène de la corruption. Et c'est là où, moi ça me rend malade, ces mercenaires russes qui ont été vus, vous vous souvenez les manifestations anti-français et pro-russes, si les Russes étaient des libérateurs, je le rappelle, les mercenaires russes, ils étaient là pour Assimi Goïta, qui est à la tête de cette junte qui a pris le pouvoir par coup d'État en 2020, et d'ailleurs on l'a pas vu, il a disparu depuis quelques jours, et ils sont là pour les contrats miniers, et seulement pour les contrats miniers. Et partout, vous voyez Wagner, il y a avant tout un contrat financier qui les paye, sinon ils ne se déplacent pas. Ils ne sont pas là pour le peuple malien ou autre peuple que ce soit. L'ONG ACLED nous mettait en garde, ça fait longtemps qu'elle nous met en garde, je cite, entre le 1er décembre 2021 et le 31 juillet 2022, 71% des événements de violence politique organisés impliquant les paramilitaires russes ont ciblé des civils. Des civils. Et c'est ça où je dis que c'est pas un fait divers africain qui devrait nous passer par-dessus la tête, c'est le laboratoire de ce que l'abandon produit. Quand on dit aux démocrates occidentales, retirez-vous, vos valeurs ne nous conviennent pas, et qu'on les replace par des tueurs à gages, parce que c'est ça que sont les mercenaires Wagner, qui massacrent des civils sans distinguer un djihadiste d'un paysan, on n'a pas gagné en dignité, on a perdu en sécurité et en humanité, et maintenant demeure, ce que tout le monde, j'espère que tout le monde pense à ça, c'est le risque de contagion dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, le Niger sont en proie aux mêmes juntes et aux mêmes Wagner et aux mêmes djihadistes. La Côte d'Ivoire surveille sa frontière nord avec angoisse. Le Sénégal résiste, mais pour combien de temps? C'est pas une métaphore d'appeler ça un incendie. En résumé, quand les bonnes consciences préfèrent l'anticolonialisme de salon à la réalité des femmes lapidées et des civils massacrés, voilà ce qui attend le Mali. Combien de pays devront tomber avant qu'on comprenne que l'abandon n'est pas une politique étrangère, mais une lâcheté? Amnou Chalmani, allez-y, c'est une blessure d'avoir été obligé de quitter le
Mali, même si c'était très coûteux en hommes et en énergie pour la France. Mais c'était une belle mission. Je me souviens très bien du début de la guerre du Mali, le secours qui a été apporté pour sauver Bamako. Et c'était très important et c'était très fort. Et c'est ce qui s'est passé ensuite était une claque, quoi, vraiment très dure à accepter, à supporter, parce que je sais que la France a fait du mieux qu'elle a pu pour protéger ce pays de tous les dangers. Et voilà, ça a donné cette prédation des Wagner, et maintenant le djihadisme qui est revenu, c'est une leçon en effet à conserver. Mais moi, ce qui m'attriste le plus, c'est d'abord pour la population malienne qui se retrouve prise en otage dans cette situation terrible. Et la France a vraiment donné beaucoup et de son sang pour ce pays. Allez-y, François Langlais. Non, je partage bien sûr ce qui a été dit. Ce qui est d'autant plus terrible, c'est que ça ne concerne pas que le Mali. Les pays avoisinants, l'Afrique subsaharienne est quand même en pleine déconfiture, au moins pour une partie. Et face à ça, vous avez raison, Abnous, l'abandon n'est pas une politique, mais quelle est la bonne politique, quoi ? C'est là où... Et je partage votre jugement sur l'opération elle-même. Elle a été décidée par François Hollande, et pour de très bonnes raisons, elle a été exécutée avec une ambition, au fond, assez noble. Ouais. Complètement. Il y avait assez peu à protéger en termes de ressources pures, et il s'agissait de consolider ces liens historiques entre deux pays. Et puis de protéger la population, ça c'est une réalité. Là aujourd'hui, c'est la population qui va effectivement subir la loi islamique la plus dure possible et souffrir. Elle mangera pas plus. Elle n'aura pas accès aux technologies, elle n'aura pas accès à un avenir. Ça va être dramatique, ça va être un retour à la féodalité, ça va être terrible. Et les Russes, revenons aux Russes. Les Russes. Non mais les Russes, qui a pu imaginer une seconde que Wagner était là autre chose que pour opportunisme? Mais c'est vrai que les massacres de civils, ils étaient d'un côté les djihadistes, de l'autre les mercenaires Wagner. C'est tout ce qui les intéresse. Et puis ils ne s'intéressent pas à la population, ils restent entre eux et ils ne bougent pas tant qu'ils ne sont pas payés. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du mercenariat. Et maintenant, même si maintenant l'État s'appelle Afrika Korps et que Moscou assume que ce sont ces soldats, ça reste des mercenaires qui sont dangereux. D'ailleurs là, ils se sont tirés à la vitesse de la lumière. Amnouch Chalmani, Ruth El Krief, François Langlais, merci à vous surtout de nous avoir regardés.